Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier atelier de nos CCS ont du talent autour de la thématique de l'alimentation. Je suis Noé Courtois, responsable ingénierie de projet et mission développement outre-mer à l'UNCAS. Donc je suis ravie de vous accueillir ce matin. Donc ce sera notre premier atelier. On a 5 ateliers thématiques pour ce congrès. Nous avons des congressistes aussi en distanciel. Donc on est sur un format hybride. Donc bienvenue également à ces congressistes en ligne. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure. 1 heure d'échange autour de pratiques de CCS sur l'alimentation. Donc l'objectif de ces ateliers est de vous faire découvrir des bonnes pratiques de CCAS et de porteurs de projets innovants et inspirants. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi Nicole Aubourdi, élue à Saint-Étienne Métropole et vice-présidente déléguée au CCS de Saint-Étienne. Bonjour Nicole. Et nous avons également des représentants du CCS de Roubaix, donc avec Séverine Sauter, directrice générale du CCAS, et Laurence Matit, qui est représentante de la direction des serres municipales de Roubaix. Donc bienvenue à toutes les trois. On a également une élue du CCS avec nous, donc qui pourra répondre également à nos questions. Ce premier atelier sur le thème de l'alimentation, c'est un atelier qu'on a voulu mettre en place puisque c'est l'une de nos priorités à l'UNCAS. D'ailleurs, le 28 janvier dernier, le Bureau national de l'UNCAS a souligné que la lutte contre l'insécurité alimentaire constituait l'un des principaux défis et l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les CCS et les CIS. L'augmentation des demandes d'aide alimentaire, l'évolution des profils des bénéficiaires et la nécessité d'une réponse structurelle et durable ont été au cœur des échanges de ce Bureau national. Nous avons également un groupe de travail autour de l'alimentation. Donc 5 ans après le début de la pandémie, il est indispensable de revisiter la notion d'aide alimentaire dans une vision d'ensemble. Depuis 2020, les publics accompagnés par les CCS et CIS ont évolué, tout comme leurs besoins. Il s'agit non plus seulement de fournir une aide alimentaire ponctuelle, mais également de garantir à tous un accès durable à une alimentation saine et équilibrée. Cette évolution dépasse la simple distribution, qui a longtemps été la principale activité reconnue par le réseau UNCAS. Avec nos intervenants, nous allons découvrir que l'action des CCS et des CIS en matière d'alimentation dépasse ainsi les frontières classiques. Elle touche à des enjeux de santé publique, de valorisation de filières locales, de développement durable, mais également de démocratie participative. Donc pour commencer cet atelier, je vais peut-être rappeler un peu les objectifs. Là, on sera sur une présentation du CCS de Saint-Étienne, mais également du CCS de Roubaix, avec un développement de la méthode qui a été mise en place par le CCS de Roubaix et la ville de Roubaix. Et ensuite, vous aurez un temps de questions-réponses où je vous invite à prendre la parole pour participer et poser vos questions pratiques à nos CCS intervenants. Donc, je lance cet atelier avec Nicole Aubourdi du CCS de Saint-Étienne. Bonjour à tous et à tous. Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui pour partager avec vous une initiative exemplaire portée par la ville de Saint-Étienne Métropole. En effet, Saint-Étienne Métropole s'est engagée dans l'élaboration d'une stratégie alimentaire territoriale ambitieuse, mobilisant l'ensemble de ses 53 communes autour d'un objectif commun: favoriser une alimentation saine, locale, durable et choisie, accessible à tous. Le CCAS de Saint-Étienne, fort de son expertise et de sa connaissance des besoins des publics en situation de précarité, a répondu à l'appel à projet lancé en février 2024. Son objectif permet aux personnes les plus vulnérables d'accéder à une alimentation de qualité. Depuis plusieurs années, le CCAS coordonne avec succès le dispositif des colis d'été.
un soutien alimentaire essentiel durant la fermeture des associations caritatives. En 2024, ce sont près de 3000 colis qui ont été distribués grâce à l'implication de 70 bénévoles et de 9 associations partenaires. Mais au-delà de la simple distribution alimentaire, une observation s'est imposée. Certains légumes pourtant sains et nutritifs étant souvent délaissés par les bénéficiaires. Face à ce constat, un diagnostic a été mené en partenariat avec les conférences de Saint-Vincent-de-Paul. Ce travail d'enquête a permis de révéler que la méconnaissance des produits et d'absence de repères culinaires expliquant une grande partie ces réticences. C'est ainsi qu'est né un projet innovant, co-construit par le CCAS, La Tablée, un restaurant où tout le monde se retrouve, et Saint-Vincent-de-Paul. Ensemble, ils ont proposé un parcours alliant sensibilisation, apprentissage et convivialité. Dans un premier temps, 33 personnes ont participé à des rencontres autour de certaines initiatives itinérantes, organisées dans les locaux de l'association Aide aux détresses. Ces moments d'échange et de dégustation ont permis de lever les appréhensions, de susciter la curiosité. 7 participants ont ensuite rejoint des ateliers cuisine à La Tablée, un espace chaleureux et inclusif, guidé par des animateurs expérimentés. Ils ont cuisiné des produits frais et de saison fournis par les jardins de Valériane, un chantier d'insertion engagé dans l'agriculture biologique et locale. Chaque famille est repartie avec un panier de légumes pour reproduire les recettes chez elle, prolongeant ainsi l'expérience au sein de leur foyer. Grâce au financement du CCAS à la hauteur de 1 380 €, ces paniers ont offert bien plus qu'un simple repas, ils ont été une porte d'entrée vers une alimentation plus saine et choisie. Mais ce projet va au-delà de l'assiette. Il tisse du lien, valorise les savoir-faire et redonne confiance. L'évaluation menée a montré l'enthousiasme des participants, leur satisfaction face aux ateliers et leur envie de s'impliquer davantage dans les activités de La Tablée. Ce succès est le fruit d'une collaboration exemplaire où chaque acteur a apporté son expertise et son engagement. Il illustre la capacité des territoires à innover et à agir concrètement pour une alimentation solidaire et inclusive. Ensemble, continuons d'explorer ces chemins d'entraide et de partage pour que chacun puisse accéder à une alimentation digne et choisie. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Madame Aubandy. Comme on le voit, le CCS de Saint-Étienne a développé une multitude d'actions autour de l'alimentation. Et c'est un CCS qui, en décembre dernier, a d'ailleurs été invité aux assises agroalimentaires et du développement durable pour une valorisation de leurs actions. Donc un CCS qui dépasse aussi, comme on le disait, les frontières classiques de l'aide alimentaire, et on va au-delà de ces objectifs. C'est aussi les objectifs développés par le CCS de Roubaix et la ville de Roubaix autour du principe de ville nourricière. Donc je laisse la parole à Séverine et à la représentante de la direction des serres municipales pour nous en dire plus et vous expliquer un peu la méthodologie appliquée pour la mise en place de ce projet. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous vous présentons le projet qui s'appelle « De la terre à l'assiette », qui a été mené par le CCS de Roubaix et la ville de Roubaix
Effectivement, la ville de Roubaix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville située au nord de la France, très près de la frontière belge, qui est une ville très milieu urbain, très, très urbanisée, avec plus de 99 000 habitants, et 43% de ses habitants sont sous le seuil de la pauvreté. Nous faisons récemment la une, puisque nous sommes la ville la plus pauvre de France. Voilà. Mais ça n'empêche pas les initiatives, les ambitions et la richesse de nos actions et des partenariats. On a une volonté politique forte de travailler sur l'alimentation saine et durable, et notamment, comme disait Noé, sur la ville nourricière. On est une ville nourricière. L'ambition, c'est de trouver une ville nourricière, alors qu'on est en milieu urbain très dense, et également une ville zéro déchet. L'action du CCS, depuis de nombreuses années, on porte cette thématique, notamment dans l'action sociale, dans la délivrance de tickets services, mais également on porte la thématique santé, donc sur la thématique alimentation et activité physique, et donc une alimentation saine et durable depuis quelques années. On est, comme beaucoup d'entre vous, impliqués aussi dans une dynamique territoriale. Alors à deux niveaux, on est aussi lié à une métropole, la métropole Lille Métropole. Et donc il y a aussi dans son programme d'alimentation territoriale des axes qui correspondent tout à fait à l'ambition politique, notamment de développer une économie agricole et alimentaire. Alors la métropole de Lille, elle est très dense parce que c'est Lille, Roubaix, Tourcoing, mais c'est aussi beaucoup de communes rurales à côté. Construire une métropole alimentaire durable et faire de chacun l'acteur du projet alimentaire, ce qui correspond tout à fait aux ambitions politiques. On est aussi adhérent de l'UDCCAS, et dans ce cadre-là aussi, on a participé à une étude de l'UDCCAS 59 sur l'aide alimentaire par les CCAS du Nord. Jean-Baptiste est dans la salle si jamais vous avez des questions par rapport à cette étude. Alors, on a fait en 2022 l'analyse des besoins sociaux et on n'a pas fait toutes les thématiques. Le maire a souhaité que ce soit priorisé et l'aide alimentaire est une des priorités. Je vous ai mis 3 des préconisations majeures, ce n'est pas les seules, mais c'était développer des cultures locales. Je vous rappelle qu'on est en milieu urbain et dense. Créer des structures de transformation locales et mener des actions d'éducation à la santé pour une alimentation saine et durable. Actions similaires à ce qu'a présenté le CCAS de Saint-Étienne, qu'on menait aussi également depuis quelques années. On a aussi la coordination des associations d'aide alimentaire. Donc Roubaix, c'est 17 associations d'aide alimentaire, de grosses associations de type les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, et des petites associations avec 3 bénévoles qui font de la distribution au sein même parfois de leur propre domicile. On avait en 2023 porté un projet Mangeons-Roubaix en lien avec l'ARS, où on a développé aussi des ateliers de découverte des produits locaux, de cuisine des produits locaux, un peu une expérience similaire portée à Saint-Étienne. Dans le cadre de l'appel à projet d'État, Mieux manger pour tous, on a déposé un projet qui a permis l'enclenchement d'une dynamique territoriale. Donc 17 associations, ça faisait un peu beaucoup. Donc on a ciblé un peu des associations, le Secours Populaire par rapport à sa grandeur, sa logistique, et El Caget par rapport à son ambition de vraiment du produit vrac et du produit local. Pour la mise en œuvre d'une production locale, on était comme beaucoup, se dire qu'on va trouver un champ à proximité et puis on va faire un chantier d'insertion ou développer un projet comme ça. On n'a pas été retenu à l'appel à projet, mais on avait engagé une dynamique territoriale, et notamment, du fait de la méconnaissance du CCS en termes de production, combien de légumes on faisait aux hectares, j'avais contacté mon collègue directeur des serres municipales, savoir s'il pouvait m'aider sur cette thématique. Et ça a été mis en avant que ma collègue ici, elle vous parlera après, était aussi en réflexion sur ce projet-là, de se dire comment on pouvait travailler sur une production de légumes. Donc les deux directions se sont rencontrées, alors qu'à la base, on ne travaille pas vraiment ensemble, à part peut-être pour des plantes d'ornement dans certaines manifestations, mais ce n'est pas forcément des directions qui travaillent ensemble. Ce projet-là a permis de nous rencontrer. D'ailleurs, on a fait aussi la fête du CCAS annuelle au sein des serres municipales pour aussi créer une dynamique collective avec l'ensemble des agents. Et on s'est dit, on n'a pas de terrain, on n'a pas l'argent pour avoir un terrain, mais si on a des terrains au sein des serres municipales. On a des terrains dans les massifs de fleurs, on a des terrains dans les ronds-points, voilà, on a quelques terrains. Comment on peut faire? Alors je vais vous laisser la parole, parce que là, c'est plus son expertise à ma collègue, qui va vous expliquer comment on a mis en place cette culture. Bonjour à tous. Nous, aux serres municipales, on avait 600 mètres carrés qu'on n'utilisait pas l'été. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire des légumes sur cette surface-là. Donc, on a enlevé notre bâche
qui avait du sable en dessous. Donc on a ramené de la terre, on a ramené des feuilles du parc Barbieux déjà un peu décomposées, on a pris du fumier qui venait du cirque, qui venait se placer sur une place dans la ville. Donc on l'a récupéré, on a tout mis sur notre terrain et puis on s'est lancé dans la production de tomates. On a passé des messages aussi à nos fournisseurs de graines qui nous ont offert des graines pour participer dans cette nouvelle thématique-là. Et puis, on est parti pour semer nos graines et puis planter nos tomates. Donc, on a fait 248 pieds de tomates, si je ne me trompe pas. Et puis, de là, on a travaillé avec le CCAS pour voir comment on allait suivre après avec le Secours populaire. Donc ça s'est très très bien passé. Donc nous, on est au CER, on a fait les semis. On a fait la préparation de sol. Après, on a fait les semis et on a planté directement sur le terrain. On a tutoré. On a fait les pincements et puis le Secours populaire venait cueillir. Donc, on a expliqué aux personnes qui venaient cueillir quand est-ce que la tomate était mûre, parce qu'ils ne connaissaient pas. Ce qui était bien aussi, parce qu'on avait 84 variétés, donc des variétés anciennes. Ils ne connaissaient pas vraiment. Donc là, c'était un petit problème pour eux, parce que des tomates bleues, jaunes, vertes, ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut les cueillir. Des aubergines, on a mis un peu d'aubergines et de poivrons, aubergines blanches et mauves. Bon, on a vu que ça ne marchait pas fort, donc on repart sur l'habitude, les mauves et puis les tomates jaunes, oranges et rouges. Mais ça s'est, quoi dire d'autre, ça s'est super bien passé. Voilà quoi. Je pourrais répondre aux questions après. Il y avait aussi un axe majeur de ne pas utiliser de produits pesticides. Voilà, vraiment aussi travailler. Il y a eu un gros travail aussi, le dit pas, mais ils ont beaucoup travaillé avec les insectes pour permettre la culture et non pas avec des produits. Voilà. Donc c'est pas bio au sens label, mais c'est vraiment une culture saine. Voilà, aucun produit chimique. Donc voilà, comme disait ma collègue, la récolte a été faite avec les bénévoles du Secours populaire, parce que c'était aussi une question de se dire, bah voilà, la récolte, comment on va la faire? En plus, c'est en juillet-août majoritairement. Donc le Secours populaire s'est impliqué aussi pour mobiliser ces bénévoles qui ont participé à la récolte. Il y a eu 4 types de distribution de ces produits. Il y a eu les bénévoles qui avaient participé à la récolte, qui repartaient chacun avec un panier, et aussi des colis d'urgence, les tables d'hôtes du Secours populaire, parce qu'ils ont un restaurant solidaire le midi. Donc ces produits ont alimenté cette table d'hôtes tout l'été. Et également les ateliers cuisine animés par le CCS, parce qu'on a poursuivi les actions précédentes par rapport à des ateliers cuisine, mais avec les produits issus des serres municipales. Donc pour nos ateliers, aucun achat de produits alimentaires. Ensuite, voilà un petit peu pour les indicateurs. Donc on avait une ambition petite. Hein, on est d'accord que c'est petit. Quand je vous dis qu'on est 43% de pauvreté, une tonne 4, ça paraît énorme et en fait, c'est pas grand-chose. Mais comme a dit Madame Vautrin ce matin, c'est une sacrée montagne d'aide alimentaire. On fait par étapes, donc peut-être c'est une petite étape, mais au moins ça a le mérite d'être une étape. Et elle a pris aussi l'exemple de la cordée. Là, en cordée, je pense que c'est pas mal, on le représente pas mal. On a un début de cordée. On va essayer de développer, de mettre plus en plus d'associations, de plus en plus de terrains. Donc voilà, 825 bénéficiaires, c'est quand même pas rien. Et une surface de production de 950 mètres carrés, parce qu'effectivement, ils ont fait sous serre et en extérieur. En temps humain, parce qu'on l'a quand même valorisé, c'est du temps humain des agents du CCAS, des bénévoles, mais aussi surtout des serres municipales à hauteur de 450 heures temps plein. On n'a pas recruté par rapport à cette action, on est resté sur des moyens constants et on a retravaillé nos organisations et notamment au CER. Et apparemment, ils ont pu le faire sans grande difficulté. Voilà, ça a été quand même un changement entre faire des plantes et faire des légumes pour certains agents. Donc il y a eu aussi tout un accompagnement. Et vous verrez qu'aujourd'hui, les premiers temps ont peut-être un peu durs, mais aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Parce que voilà, aujourd'hui, les financements de l'État sont intervenus, parce qu'effectivement, ce travail a été reconnu. On va doubler la surface de production, toujours au serre municipal. On a une réflexion, comme vous disait ma collègue, sur le choix et la variété. Il y a des légumes qui ont eu des difficultés à pousser parce qu'ils ont été attaqués par les insectes. Il y a eu la pluie, il n'y a pas eu la pluie. Et puis aussi, les tomates noires, ça ne prend pas bien.
Poursuivre les ateliers cuisine et puis on va continuer à développer des actions sur la conservation. Dans les ateliers précédents, on avait aussi travaillé sur la production en jardinière pour les habitants. Mais c'est vrai, alors c'est petite production, mais quand on arrive sur ces productions-là, c'est vrai qu'on va manger des tomates tout l'été et on n'en aura pas l'hiver. Donc aussi, comment on peut travailler sur des modes de conservation. Poursuivre la découverte des lieux de production, voilà, et notamment la production, la livraison en vrac, voilà, les produits locaux sur notre territoire et sur la métropole. Et aussi la possibilité d'acheter ces produits avec les tickets service. Donc on est aussi en train de travailler là-dessus. On avait beaucoup travaillé avec les épiceries solidaires. On est aussi en train de travailler sur un marché solidaire de producteurs locaux et des denrées alimentaires, desserts municipales, pardon. Et les personnes pourront payer avec les tickets service. Voilà. Donc on est aussi en train de travailler là-dessus pour aussi. L'objectif, c'est quand même de permettre une autonomie des personnes et un choix des denrées que les personnes pourront consommer. Le projet, qu'est-ce qu'il a permis? Il a permis une dynamique territoriale innovante, parce que je vous assure, on ne travaillait pas beaucoup avec les serres et eux non plus, pas beaucoup avec nous. On s'est découvert sur nos expertises et nos compétences, parce qu'ils ont découvert ce qu'était le CCAS quand même et nos publics, même si bien sûr ils sont à Roubaix et ils ne peuvent pas les ignorer. Mais voilà, on a aussi partagé nos difficultés, nos contraintes et nos compétences. On a optimisé les moyens existants, je vous l'ai dit, c'est sans moyens supplémentaires. On est très content d'avoir eu une aide de l'État parce qu'on va pouvoir développer. Production locale de légumes sur des terrains très urbains et sur des terrains municipaux. Et puis on a eu des nouvelles initiatives de la part des agents des serres municipaux, ce n'est pas le CCAS. Notamment les massifs de fleurs ont été transformés petit à petit en production légumière. Pour l'instant, on ne le déclare pas trop parce qu'on ne veut pas trop qu'il y ait une ruée sur ces massifs. Donc pour l'instant, on ne le déclare pas trop, mais voilà, ils y travaillent. Voilà, et dans les parcs et jardins, voilà, on développe ça. Et aussi la production de houblon, excusez-nous, on est du Nord. Donc, ils ont fait une production de houblon dans un rond-point de la ville, avec la première brassée en octobre 2024, qui a produit 700 litres de bière. Donc voilà, on continue cette dynamique. Et aussi, je ne l'ai pas écrit là, parce que voilà, c'était récent, a été planté un verger autour des serres municipales. Bon, on va mettre quelques années avant de faire la récolte. Mais voilà, on est aussi dans cette dynamique-là de produire local, de produire sain et durable, parce qu'il n'y a pas de produits chimiques, avec les moyens qu'on a, dans le territoire qu'on a. Mais voilà, on a quand même pu produire ce projet. Donc on est très fiers dans l'innovation et dans la collaboration et dans ce que ça a produit. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais peut-être tout de suite passer la parole à nos congressistes pour un temps d'échange. Donc, on a une dizaine de minutes où vous pouvez poser vos questions ou même rebondir sur ce que vous faites, vous, dans votre CCS autour de l'alimentation. Donc, je vous laisse la parole. Et également, j'ai ma collègue Marie qui gère tout ce qui est modération avec le distanciel. Donc, on verra également si on a des questions sur la plateforme. Oui, je vais me lever. Bonjour à toutes et tous, donc, je suis Jean-Baptiste Meaux, je suis le directeur de l'Union départementale des CCS du Nord. Je rebondis très rapidement sur l'étude qu'on a menée en 2 minutes parce que ça peut aussi alimenter nos collègues des autres UD. Et en fait, ça fait écho aux propos de l'Union départementale de Mayotte qui avait témoigné hier d'une harmonisation des données des CCAS. Concrètement, notre étude, elle s'inscrit dans le cadre du pacte des solidarités. On a reçu un financement de l'État. Elle se concrétise autour de 3 axes. Préfigurer un indice départemental de précarité alimentaire, parce qu'il y a cette optique du financeur d'identifier les zones blanches et de concentrer ses efforts. On s'est basé sur les travaux de l'Observatoire de l'alimentaire de l'Hérault, qui a eu lancé une démarche partenariale sur le sujet. Donc ça, c'est un premier volet de l'étude. Et en fait, le second, c'est de rendre compte de la réalité de l'aide alimentaire par les CCAS auprès de l'État, du département, des partenaires associatifs. Et ça, on s'est inspiré des travaux de l'Union départementale des CCS de Gironde, qui n'est pas présente au Congrès, mais qui avait lancé une démarche un peu similaire. Très concrètement, on a adressé un questionnaire à nos 207 adhérents. On a eu 104 réponses. Quand même la moitié de nos adhérents qui ont répondu, questionnaire qui était assez dense. Mais ça nous a permis d'identifier quelle part du budget d'aide facultatif était mis sur l'alimentaire, quels étaient les dispositifs portés, et aussi un peu de se questionner justement sur le rapport de
qu'est-ce que c'est de donner de l'aide alimentaire? Je pense qu'il y a une dimension philosophique, hein. C'est sûr que l'accompagnement à la parentalité, avoir un enfant, ça coule pas de source. Les personnes qui sont en besoin d'aide alimentaire, le besoin, il est avant tout en termes de précarité économique. C'est comment aussi on les accompagne là-dedans et un peu une remise en question de certaines pratiques et de certaines injonctions normatives en termes de bien manger, bien compter, bien gérer son budget. L'étude pourra vous être partagée dans le compte rendu. Et c'est aussi peut-être un appel à l'Union nationale des CCAS. Nous, on est tout à fait enclin à partager notre méthodo avec les autres unions départementales qui voudraient faire un diagnostic similaire, parce que l'étude nous sert aussi d'instrument de lobbyisme vis-à-vis des services de l'État pour continuer à ancrer la place des CCAS dans les écosystèmes locaux. Donc voilà, nous, on est tout à fait, parce que on avait un questionnaire avec plus de 100 questions, parce que chaque CCS a ses propres outils de mesure, etc., etc. Mais on a réussi à distinguer les principales données que l'ensemble des CCS du territoire pouvaient nous partager. Donc voilà, nous, on est tout à fait enclin à partager ça avec nos homologues. On attend que l'espace se crée. Merci. D'autres questions? Jean-Bernard Cazenave, CCAS de la ville de Pau, voilà, et ancien président d'une association d'aide alimentaire. Donc ma question, c'est, je vais la citer, c'était la Banque alimentaire du Béarn et de la Soule. Voilà. Ma question, c'est quelle est la réflexion, le niveau de réflexion que nous avons, que vous avez aujourd'hui au niveau de l'UNCAS sur les projets de chèque, non pas de chèque alimentaire, de sécurité sociale alimentaire ou de carte vitale alimentaire. Alors sur la question de la sécurité sociale alimentaire, effectivement, on a un groupe de travail autour de l'alimentation et notamment un CCS qui expérimente la sécurité sociale alimentaire. Donc là, on suit cette expérimentation. On aura différentes réunions régulières pour faire le point, faire des retours également sur ce dispositif, sur cette expérimentation. Donc si vous, au sein aussi de vos CCS, vous souhaitez expérimenter ou vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire remonter vos éléments de terrain. Et aussi pour alimenter ce groupe de travail, nous, en tout cas, on suit cette expérimentation. Je ne sais pas si dans la salle, j'ai avec moi la déléguée générale adjointe Hélène Sophie, si elle est présente, parce qu'elle fait partie aussi du groupe de travail. Non, elle n'est pas présente, mais ce que je vous invite à faire également, c'est sur le site internet, on fait des comptes rendus de ce groupe de travail sur l'alimentation. C'était également une des questions qu'on se posait, hein. Vous, au sein des CCS, est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous souhaitez y aller aussi? Donc, pour alimenter ce groupe-là, moi, j'aimerais bien aussi me tourner vers nos intervenantes. Est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça? En fait, sur l'appel à projet, vous avez dit, il y avait LKGET, Secours Populaire et le CCS. Et en fait, on a déposé 3 projets intriqués, c'est-à-dire que les 2 autres ont soutenu chaque projet. Et donc, LKGET porte la réflexion pour la ville de Roubaix sur la caisse sociale alimentaire, auquel le CCS, on est participant, comme l'ensemble des partenaires. Donc, c'est eux qui portent, mais effectivement, on est en train aussi de réfléchir sur ce projet-là et de voir comment on pourrait le mettre en œuvre sur notre territoire. Et entre-temps, j'ai retrouvé le nom du CCS qui expérimente. C'est le CCS de Fleurs. Donc la directrice également, Fleur, F-L-E-R-S, et qui expérimente également ce dispositif de sécurité sociale. Oui. Oui, bonjour, Monsieur Karoubi, je suis président de l'Association nationale des personnes accompagnées et on travaille sur la question de la participation des personnes en situation d'exclusion politique sociale. Donc là, avec Monsieur Sinarbieu, on travaille sur quelques thématiques. Et je ne savais pas qu'il y avait un groupe de travail au niveau de l'UNCAS, si j'ai bien compris, sur la sécurité sociale alimentaire. Est-ce que ce qu'on appelle des personnes accompagnées auraient leur place dans ce groupe de travail?
parce que la ministre n'en a pas parlé ce matin, mais la thématique de la participation est de plus jamais d'actualité. D'ailleurs, il va avoir normalement en janvier 2026, pour ceux que ça intéresse, ce qu'on appelle le Grenelle de la participation. Donc voilà. Merci pour votre retour. Je me permets de peut-être donner la parole à Hélène Sophie Ménage, déléguée générale adjointe, pour vous faire un petit retour rapide sur ce groupe de travail alimentation. Alors merci, je n'avais pas anticipé, hein, je viens de vous rejoindre, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques questions. Alors peut-être moins sur les projets présentés que sur les travaux de l'UNCAS, donc merci de me donner la parole pour vous dire un peu où on en est. Juste pour recontextualiser, l'UNCAS participe au comité de coordination de lutte contre la précarité alimentaire, hein, le comité qui a été mis en place par le ministère des Solidarités, qui réunit la plupart des acteurs, des grandes fédérations du secteur, etc. etc. L'UNCAS participe aussi au conseil d'administration de la Fédération des banques alimentaires. Donc évidemment, au regard des pratiques de nos adhérents, enfin, l'aide alimentaire, c'est évidemment dans l'ADN. Hein, enfin, beaucoup des CCS le font. C'est le premier dans le top 3, je crois, des aides facultatives. Et donc le groupe de travail que nous avons lancé effectivement avec nos élus, donc Marc Melotti, président du départemental de CCS de Dordogne, Abassia Hakem, qui intervient dans la salle juste à côté. Donc elle ne pouvait pas être partout. Je pense qu'elle aurait adoré participer aussi à votre atelier. En fait, on a souhaité effectivement mettre en place, ou en tout cas lancer ce groupe de travail, donc avec des administrateurs, mais ouvert aussi à l'ACTAS, qui est présente là, je crois, sur le site, pour avoir aussi l'approche des professionnels directeurs de CCS, pour réinterroger aussi justement l'aide alimentaire aujourd'hui. On a vu progression des besoins, une forte pression, évidemment, à laquelle sont confrontés les partenaires associatifs et naturellement les CCS. Et donc, avec nos élus, on a souhaité avoir une approche, enfin, ils ont souhaité avoir une approche assez pragmatique, en se disant, justement, et c'est d'ailleurs l'intérêt de cet atelier dans ce dernier congrès du mandat, en disant c'est une pratique de nos adhérents, une pratique courante depuis 1 milliard d'années, mais au regard de la progression des besoins, des questionnements autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sociale de l'alimentation. Alors juste en 2 mots, hein, moi je ne suis pas experte de la sécurité sociale de l'alimentation, et qui l'est aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des expérimentations un petit peu partout. Il y a à Montpellier, à Clermont-Ferrand, ça pose évidemment beaucoup de questions. On a été aussi interrogé par un député là, qui travaille à une proposition de loi pour partir de ces expérimentations localement et voir dans quelle mesure on peut changer d'échelle, selon l'expression consacrée, pour essayer d'instituer ce qu'on appelle, faussement ou pas, cette fameuse sécurité sociale de l'alimentation, parce qu'on voit bien qu'autour de l'alimentation, et je pense que vous êtes naturellement bien mieux placé que moi encore pour en parler, il y a des enjeux autour de la santé, des préventions, de l'accompagnement global, l'aide alimentaire étant souvent une porte d'entrée d'un accompagnement plus général. D'où évidemment ces questionnements autour de la façon dont on peut revoir un peu nos façons de faire avec, pour le groupe de travail, donc des réflexions autour justement de cette sécurité sociale de l'alimentation, parce que je rappelle quand même, et je ne veux pas être trop longue, mais sur les expérimentations qui sont portées localement, en vrai, c'est surtout les collectivités aussi qui mettent au pot pour que le système fonctionne. Et donc, de fait, ça pose aussi beaucoup de questions dans un contexte de contraintes budgétaires. Et donc, à terme, comment est-ce qu'on fait pour à la fois répondre aux besoins et puis le faire dans un contexte dont on sait qu'il est particulièrement contraint pour les collectivités, évidemment pour les CCS qui voient les besoins augmenter dans tous les secteurs. Hein. Là, on parle d'aide alimentaire, mais on a tout à l'heure un atelier sur les politiques gérontologiques. Voilà. Donc, c'est vrai que le contexte est celui-ci, et donc le groupe de travail à la fois porte des réflexions sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation pour voir comment ça impacte les collectivités, comment ça impacte les CCAS, et puis aussi sur le modèle économique, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure du COCOLUPA, avec des acronymes dont on a l'impression d'être très friand dans le secteur social, je pense qu'il y en a dans tous les secteurs, mais le comité de coordination de lutte contre la précarité alimentaire, on voit qu'il y a effectivement des appels à projets, il y en a eu beaucoup aussi dans le cadre du plan de relance, crise sanitaire, et donc une fois qu'on a répondu à des appels à projets, comment est-ce qu'on essaye de travailler davantage le modèle économique pour ne pas en dépendre, pour s'appuyer aussi sur l'analyse des besoins sociaux, pour essayer de se projeter un peu pour dépasser
cette espèce de puits sans fond où on voit progresser les besoins avec des bénéficiaires dont on voit aussi que les profils évoluent constamment. Donc ce sont les 2 entrées de ce groupe de travail qui s'est déjà réuni une première fois, qui a vocation à se réunir à nouveau vraisemblablement avant l'été, avec l'idée, je reviens sur ce congrès de fin de mandat, l'idée d'être utile à la fois évidemment aux élus et professionnels de terrain jusqu'à la fin du mandat, et puis surtout de produire des recommandations, des positionnements et ou de participer à cette réflexion sur après le mandat de demain, le mandat suivant, comment les CCAS peuvent continuer à répondre également avec leurs partenaires associatifs. Donc, pardon, j'ai été déjà trop longue pour vous dire où on en était, mais c'est pour voilà, rappeler un peu au niveau national ce que nous faisons et puis un peu l'état de l'art de nos réflexions. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des personnes qui souhaitent rebondir sur cette thématique? Oui, madame. Merci, je suis Hélène Clémente, la coordinatrice de l'antenne solidaire du CCS de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, qui est une antenne qui comprend une épicerie solidaire. Donc j'avais une question par rapport à ce qui se passe à Roubaix et je voulais un peu dézoomer par rapport à l'exemple que l'on a vu. Je voulais comprendre comment ça s'inscrivait dans la politique alimentaire, d'aide alimentaire du CCAS et quels sont tous les dispositifs que vous avez mis en œuvre pour répondre à l'urgence alimentaire et voir comment vous maillez en fait toute cette stratégie autour de la fourche à la fourchette et au-delà. Merci. Comme ça, c'est bon. J'ai oublié un peu la première question, pardon. Mais la deuxième, sur le maillage, donc c'est aussi une difficulté d'être sur un territoire dense en termes d'associations, avec des initiatives qui émergent régulièrement, d'autres qui ferment, voilà. Donc, et cette obligation et nécessité aussi, et c'est dans notre cœur de métier, de mailler le territoire, de fédérer et de coordonner les acteurs. Donc, on fait régulièrement des travaux avec avec les associations pour identifier leurs besoins, identifier les moyens dans le cadre de l'ABS. Et aujourd'hui, on est sur la signature d'une charte collective, pour ceux qui le souhaiteraient, en termes aussi de partager leurs produits, parce qu'on s'est rendu compte que certaines associations manquent de produits alors que d'autres en ont trop, et que la distribution leur est difficile. Donc, c'est aussi de se dire, bah voilà, on va se partager les denrées, aussi les difficultés de s'approvisionner pour certains par rapport à d'autres. Donc ça, c'est une des premières actions qu'on met en œuvre pour essayer justement de coordonner et de mailler, de répondre au mieux aux besoins. Et aussi, avec une plateforme, on est en train d'essayer de créer un outil numérique qui pourrait se partager. Bah voilà, j'ai des baguettes, voilà, il faut que j'écoule rapidement. Deuxième problème qu'on rencontre, c'est que je vous ai dit que c'est des associations de tailles différentes. On a des difficultés de logistique. Parce que quand il faut aller chercher des denrées, parfois ils ont la possibilité, mais ils n'ont pas forcément le camion, la logistique. Donc voilà, c'est aussi comment on peut mutualiser nos moyens et nous aussi mettre à dispo parfois nos moyens, que ce soit les camions de livraison de repas, les camions des régies des spectacles. Voilà, comment on peut aussi mutualiser ces moyens-là. Alors après, on n'a pas la prétention de y arriver. On sait que c'est vraiment des petits pas. Mais voilà. Après, par rapport à l'aide alimentaire au CCS, donc c'est vrai qu'on est comme vous tous, on distribue des tickets. Et c'était une vraie difficulté par rapport à la demande et à l'augmentation croissance, par rapport à la gestion de nos budgets. Donc on a essayé de travailler autrement, essayer de se dire qu'est-ce qu'on pouvait apporter autrement. Donc là, c'est un des axes, c'est une des actions qu'on a menées. Parce que là, quand je vous parlais d'éthique, à la base, ces produits-là ne doivent pas être vendus. C'est la première base. Donc là, on est en train de travailler, quand je vous parlais des marchés de producteurs, c'est des tickets services pour achat de produits. Là, l'idée, c'est pas de les vendre, bien sûr. Voilà, on essaye de faire comme ça, comme on peut, sur un territoire avec besoins croissants et énormes, mais aussi une densité des acteurs. Parfois, avoir beaucoup d'acteurs, pour nous, c'est une difficulté. C'est une richesse chez nous et en même temps, c'est une difficulté. Avec aussi des acteurs de poids différents, je vous le disais. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, la première question, quelle est la deuxième? Sur la première question. Oui, oui. Et c'est pour ça que Pardon.
Oui, comme beaucoup. Comme beaucoup. Et on a aussi une attente de nos élus de pas forcément faire. Voilà. Et par exemple, l'essence de la caisse sociale, ça a été aussi un choix que le CCS se positionne pas là-dessus. Voilà. Et c'était dans le cadre de la travail partenarial de dire une association qui est aussi militante, hein, voilà, et qui va porter ce projet-là, auquel on est partenaire, mais c'est pas nous qui portons. Voilà. Donc on a aussi une volonté et une demande de nos élus de pas forcément faire, mais d'impulser, de fédérer, ce qui n'est pas simple hein, parfois, avec les enjeux de pouvoir entre les associations, on ne va pas le nier, et puis aussi de coordonner. Donc voilà nos missions, et puis de temps en temps, voilà, on fait. En fait, on doit faire quand personne ne peut faire, mais pas quand d'autres font. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire parce qu'on ne saura pas tout faire. D'autres interventions? Oui, madame. Bonjour. Moi, je suis Nadia El Faloussi. Je suis vice-présidente d'un CCS à Saint-Priest, dans la métropole de Lyon. Je pense qu'on partage tous un peu les mêmes difficultés face à bien se nourrir. Moi, ce n'est pas une question, je voudrais juste voilà, dire ce qu'on fait, nous, sur ma commune. On a une épicerie également, une épicerie sociale et solidaire avec qui on travaille, enfin le CCS travaille en remettant des chèques, parce que jusqu'à présent, on donnait les chèques services et malheureusement, avec l'inflation des prix, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec un chèque de 10 euros? Enfin, qu'est-ce qu'on peut s'acheter réellement avec un chèque de 10 euros? Et du coup, en travaillant avec l'épicerie sociale et solidaire, par exemple, on remet des chèques d'urgence et les personnes peuvent se rendre immédiatement à cette épicerie et je vous donne juste un exemple, avec par exemple 20 euros, ils peuvent avoir de quoi se nourrir toute une semaine avec des produits de qualité, une grande partie bio. On a un producteur qui nous fait des paniers solidaires, donc qui sont vendus aux solidaires et également aux bénéficiaires. Les bénéficiaires payent bien évidemment beaucoup moins cher que les solidaires. Et nous avons aussi un collège aujourd'hui qui travaille sur un projet il y a un chef cuisinier et qui voudrait planter, donc qui a la chance d'avoir un espace pour pouvoir planter des légumes. Et il va travailler avec les élèves pour planter des légumes et se nourrir avec ces légumes. La difficulté, je pense, enfin pour ma part, et je pense que d'autres le partagent ici également, c'est quand on remet des chèques alimentaires aux personnes sans domicile, comment bien se nourrir. Bien évidemment, ils n'ont pas de quoi cuisiner et voilà, ils achètent essentiellement des sandwichs. Et la plus grosse difficulté, en tout cas pour nous aujourd'hui, c'est celle-là. On n'arrive pas à trouver de solution pour les personnes qui n'ont pas de domicile parce qu'ils n'ont pas de quoi cuisiner. Merci. Merci beaucoup. Une des réponses, peut-être, nous, pour les personnes sans domicile, c'est qu'effectivement, il y a la table d'hôte du secours populaire. C'est effectivement ça, produire chaque midi un repas. Et on a une autre structure qui s'appelle l'Univers, qui produit aussi des repas, et c'est un restaurant. Voilà, effectivement, il n'y a pas de coût. Voilà, c'est gratuit pour ces personnes et elles peuvent au moins aussi, au-delà de manger, un plat cuisiné, c'est aussi se poser. Oui. Il y a une question derrière, ensuite je vous donne. Alors, ce n'est pas une question. Bonjour, CCS de Strasbourg. C'était juste une piste qui a été développée par certaines associations, une notamment de Strasbourg. Ils mettent en place des cuisines partagées. Je ne sais pas, je suppose que ça existe ailleurs aussi, c'est-à-dire que les personnes, alors c'est plutôt à destination des familles déboutées de la demande d'asile et qui effectivement n'ont rien pour préparer les repas. Et l'association, notamment l'Étage, pour ne pas la citer, elle met à disposition des mini-cuisines où les personnes peuvent venir préparer les repas. Puisque la question, ça va être aussi avoir des repas en lien avec les us ou coutumes de chaque communauté. Et donc ça permet aux familles de préparer ces repas. C'est aussi une autre manière de travailler. Merci. On a une question devant, juste ici.
Bonjour, Olga Esposito, CCAS d'Alfortville. Juste deux petites questions très pratiques, je n'ai pas bien saisi. Alors, la création des serres municipales, je suppose qu'elles ont été créées déjà avant d'avoir développé ce projet. Je voulais juste savoir au niveau de la collectivité, la création est en lien avec quel type de direction, si vous avez l'information. Les serres municipales sont gérées par une direction au niveau de la ville qui s'appelle Cadre de vie. Et elle existe depuis très longtemps. L'idée, c'était de produire des fleurs et l'entretien des arbres, production d'arbres pour l'ornement plutôt de la ville. Parce que la ville, elle est aussi quatrième fleur. D'accord. Il y a aussi tout un travail sur l'ornement. Donc voilà, à la base, leur métier et leur mission, c'était celle-ci. Jusque pas cet été. Et c'est cette rencontre un peu et cet échange qui... Et puis aussi la volonté, parce que Laurence, elle est un peu humble, mais du coup, c'était ça. Elle avait déjà cette réflexion de dire, elle avait déjà une grainetterie énorme, voilà, elle avait déjà cette réflexion-là. Et c'est cette rencontre-là aussi de personnes, de volonté de se dire, tiens, de se poser les questions de comment travailler, qui a fait ce projet-là. Et il y a eu tout l'accompagnement par son directeur et aussi Laurence sur le changement de pratique au niveau des agents des serres municipales, parce que c'est un métier différent, enfin c'est une compétence différente, parfois d'entretenir les arbres et d'entretenir les tomates, c'est pas tout à fait pareil. Donc il y a eu aussi au début, on va pas dire certains, il y avait un frein. Laurence peut peut-être l'expliquer. En fait, nous au CERF, on est 6. Et j'avais des collègues qui n'étaient pas pour, quoi, parce qu'ils se sont dit on va partir là-dedans, je ne sais pas si ça va marcher. Mais bon, je les ai motivés et puis on a commencé tout ça et là, cette année, ils sont prêts à doubler. Ça y est, c'est parti, quoi. Ils savent qu'ils vont réussir. Donc là, cette année, on va encore plus loin parce qu'on va faire d'autres légumes dans nos serres et d'autres expériences. Et puis quand on a le contact avec ces gens qui viennent cueillir les tomates, enfin, tous les légumes, c'est une richesse pour nous aussi. Et autant pour eux, parce qu'eux, ils sont contents de venir. Je pense qu'ils se disputent un petit peu. Il y avait une dame qui venait, puis elle me disait « Oh, je ne suis pas là la semaine prochaine, j'aimerais bien venir. » Donc eux, ils sont motivés à venir chez nous aussi. Donc ça crée des liens. Et ça, c'est vraiment bien pour nous sur Roubaix, quoi, parce que les gens, ils ont besoin aussi d'être valorisés. Et ces personnes-là sont valorisées par rapport à leur cueillette. Voilà. Le rôle qui joue aussi pour d'autres, parce qu'ils cueillent aussi pour d'autres. Merci beaucoup. Et juste la deuxième petite question, c'était si vous pouvez juste repréciser la question de l'attablé. Alors, je n'ai pas très bien compris s'il s'agit d'un restaurant solidaire. Oui, en fait, c'est l'attablé, c'est au niveau du secours populaire. Donc, effectivement, tous les midis, ils préparent un repas. Donc, ils ont une cuisine. Ils préparent un repas. Donc, l'été, ils ont utilisé les produits. Il y a aussi des plantes aromatiques. Voilà. On utilisé les produits pour la table d'hôte de chaque midi au secours populaire. Merci. On arrive presque à la fin de cet atelier. Avant de conclure, moi j'avais une question. Je sais que pas mal de CCS sont en réflexion sur la mise en place de ce type de projet. Si vous aviez un ou deux conseils à partager avec les porteurs de projets, un enseignement avec cette expérience depuis plusieurs mois, quels seraient ces conseils à toutes les deux? Il faut y croire. Il faut y croire et il faut essayer. Moi, je pense qu'on n'ose pas assez parfois. Voilà, on aurait pu se dire on n'a pas eu l'appel à projet, allez, on arrête et voilà, on passe à autre chose, on passe un nouvel appel à projet. Alors, c'est vrai qu'il y avait cette dynamique et cette rencontre et se dire peut-être qu'on peut faire autrement. Voilà. Alors, c'est peut-être à petit niveau, je vous le disais, c'est humble, parce qu'une tonne, c'est pas beaucoup par rapport aux besoins de la population, mais c'est déjà une tonne. Voilà. 3 tonnes l'été prochain, l'ambition. La bière, on va, je sais pas, plus encore. Voilà, se dire, et puis on verra. Là, on parle aussi, vous parliez tout à l'heure d'un lycée, je pense, voilà, il y a aussi des lycées d'apprentissage en termes de cuisine, hôtelier, voilà, aussi sur les espaces. En fait, on a un milieu urbain dense, on n'a pas beaucoup d'espaces verts, mais on en a quand même. Et se dire, utiliser ces moindres espaces. On travaille aussi sur un projet, parce qu'on ne peut pas tout vous dire, mais on travaille aussi sur un projet de ferme urbaine. Sur une ancienne friche industrielle. Roubaix, c'était une ville industrielle, donc il y a beaucoup d'usines qui ont fermé. Alors, ça nécessite de dépolluer les sols, ça nécessite beaucoup de choses, mais voilà, on essaye de travailler sur la moindre friche.
Aujourd'hui, on essaye aussi, dans le cas des jardins ouvriers et cette dynamique-là, dès qu'il y a un petit espace entre une maison qui est un peu abandonnée, voilà, hop, on plante des choses. Alors, avant, on plantait plutôt des fleurs. Maintenant, on va essayer de planter plus de légumes pour justement utiliser le moindre espace. C'est pas grand-chose. Là, on parlait des massifs. Alors, sur un massif a été testé, on en parlait avec Laurence, avec un quartier, les habitants du quartier, voilà. Et du coup, ils font aussi attention aux massifs et ils viennent se nourrir. Après, il faut qu'on essaye de voir pour que ce soit pas vandalisé, que ce soit, voilà, il y a aussi ça à prendre en compte. C'est pour ça que je vous dis, on n'a pas encore beaucoup communiqué. On essaye à petite échelle et on va voir. L'idée, c'est qu'on essaime déjà dans la tête des agents, voilà, sur l'ambition. Après, qu'on essaime des petites expériences un peu partout. Vous disiez, on essaye, on voit, ça marche pas et on reproduit. Ça a beaucoup marché, ça a beaucoup plu. Ça fait aussi des cohésions d'équipe, ça donne du sens à l'action que Parcs et Jardins mène. Voilà, c'est aussi important. Et dans un intérêt, on ne peut pas nier sur les besoins de la population, quoi. Ça donne complètement du sens à leur travail. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Moi, je pense qu'il faut se dire qu'on peut travailler ensemble, autant la ville que le CCAS. Et ça, tous ensemble, on est plus forts. Donc, je pense qu'il faut aller parler à ceux de la ville pour pouvoir travailler ensemble et pour essayer de réussir à mettre ces personnes qui sont dans le besoin aussi des connaissances pour que eux, dans leur jardin ou sur leur balcon, puissent le faire aussi. Ça, c'est important. Donc ça, je pense qu'il faut communiquer beaucoup. Et nous, au CER, mais au service des espaces verts, c'est ce qu'on essaie de faire. On met ça dans on fait des massifs de légumes dans les parcs qui sont fermés pour essayer d'entretenir tout ça parce que le jardinier qui est là, il explique aux gens du quartier qui peuvent venir cueillir, mais on a peur des incivilités. Et ça marche très très bien, ça fait déjà la 3e année. Et puis le jardinier il est là aussi pour les conseiller. Et souvent, il y a des jardins potagers dans la ville. Et ça, c'est les personnes qui sont dans les jardins potagers viennent aussi pour avoir des conseils. Et ça, c'est une richesse qu'on peut avoir tous ensemble. Et donc là, moi, je dis, il faut travailler tous ensemble. Ça, c'est super important. Autrement, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup. C'est une belle conclusion. Merci à toutes les trois pour ce partage d'expérience. Vous allez pouvoir retrouver les supports de la documentation sur ces actions sur le site internet de l'UNCAS et également les fiches d'expérience. Donc pour toute la méthodologie de projet. Et je laisse la parole très rapidement à ma collègue Marie Montabor sur le pôle formation pour vous faire un petit lien aussi sur les formations qu'on propose à l'UNCAS sur cette thématique. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci Noé. Juste 2 mots. Donc, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Marie-Hermance Montabor, je suis la coordinatrice du pôle formation de l'UNCAS. Et donc, je vous ai proposé très rapidement, juste quelques formations en relation avec la thématique qu'on peut proposer, qui sont soit programmées, soit programmables en intra, en UD. N'hésitez pas à faire remonter vos besoins de formation à vos UD, puisqu'on privilégie les formations sur vos territoires pour vous rencontrer, que des choses se passent, que vous puissiez monter des beaux projets tous ensemble. Et donc, sur la thématique du jour, par exemple, enfin celle-ci, il y a prévenir et lutter contre la précarité alimentaire, c'est une des formations. Mandature, analyse des besoins sociaux et politique sociale, c'est une formation utile aussi sur la thématique. Aide sociale facultative, il y a des différentes questions qui ont été posées, mettre en œuvre sa politique. Et innovation sociale, comment passer du projet à l'action. Voilà, quelques exemples de formations qu'on propose. Donc, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez venir me voir, vous me rencontrez au moment du congrès, on se reparle. Voilà, et puis n'hésitez surtout pas à nous faire remonter vos besoins, vos doléances, vos retours positifs. Je suis là pour vous accueillir. À bientôt, au revoir.